Si l'Espagne est surtout connue dans l'univers cinégétique pour ses traditionnelles monterias, elle offre également un énorme potentiel et fait partie des lieux les plus prestigieux pour la chasse à l'approche. Avec une altitude moyenne de 660 mètres, le relief de ce pays est assez élevé et les nombreux massifs montagneux qui occupent près de la moitié de son territoire sont une aubaine pour le grand gibier et pour le chasseur. Se lancer sur les traces de ces animaux de montagne et les approcher au cœur de vastes étendues sauvages est aussi spectaculaire et grandiose que les trophées qu'on y trouve. Si au nord du pays, dans la chaîne pyrénéenne, on rencontre l'isard des deux côtés de la frontière franco-espagnole, les chasseurs étrangers se rendent principalement en Espagne pour découvrir les espèces endémiques et locales. Ainsi, au travers des diverses provinces de la partie continentale ibérique, on peut trouver le très beau mouflon à manchette, mais également 4 sous-espèces de caprins qui appartiennent chacune à leur propre massif montagneux. Appelés bouquetins ou ibex, on compte parmi eux celui de Gredos, avec des cornes en forme de lyre. C'est aussi celui qui est à l'origine des autres espèces ibériques. Et surtout, l'ibex de Beyseite, dont le trophée plus imposant présente une envergure très ouverte de ses cornes, souvent supérieure à leur longueur. Puis, l'ibex de la Sierra Nevada et celui de Ronda, qui arbore des trophées plus petits. Chaque ibex se chasse différemment. Le Gredos, on a des montagnes beaucoup plus hautes par rapport aux celles du Beyseite ou du Nevada ou du Ronda. On va être à 1000 mètres pour le Gredos, entre 900 et 1200 mètres. Pour le Beyseite, ça va tourner entre 500 et 700 mètres. Ce sont des petites montagnes avec des grands canyons. Le Nevada, même chose, mais alors beaucoup plus petites montagnes. Ça reste des collines, si tu veux, avec une végétation un peu plus arbustive, et le Ronda, c'est la même chose. Mais encore une fois, sur des parties différentes au niveau province. Ils se répartissent dans 4 massifs et régions distinctes, qui ont donné leur nom à chacune des variétés autochtones que l'on rencontre. Gredos, côté Madrid, vers 2 heures de Madrid. Beyseite, Valence, Valencia. Et ensuite, la Ronda, Malaga et le Nevada. Voilà, Murcia. Il faut savoir une chose, c'est que ces 4 ibex sont magnifiques, mais les 2 plus grands niveau corps et au niveau trophée restent des animaux Beyseite et Gredos. Et si ces espèces restent encore méconnues des chasseurs francophones, il existe un autre gibier, référencé par le Safari Club International et présentant un trophée atypique, mais qui pour sa part est quasiment inconnu des passionnés. En effet, depuis l'époque du Néolithique, réside sur les îles hispaniques des Baléares une espèce autochtone appartenant à la famille des chèvres sauvages des montagnes. Communément appelé le boc, ce caprin est présent sur les 4 îles principales de l'archipel, mais c'est à Majorque que l'on trouve les plus beaux spécimens. À la base, c'est un animal qui vient de Majorque, d'accord, et qui est sur l'île de Majorque. Donc, ensuite, ça reste une chèvre de montagne, comme toutes les chèvres que l'on connaît. Mais, si tu vois, il y a 6, 7 ans, 8 ans en arrière, il y a un chasseur connu et reconnu américain qui est venu et qui s'occupait donc, du classement des animaux, qui est arrivé ici, qui est donc, comme tu le sais, tous ces Américains sont très, très, très collectionneurs, et qui, quand il l'a chassé, ben, quand il est revenu aux États-Unis, il a dit ben, oui, mais c'est une espèce qui doit être chassable et qui doit être représentative et qui doit être classée. Elle a été classée, et depuis ce jour-là, Majorque est mis sur un piédestal pour la boc. Yann Le Bouvier est une figure dans l'univers cinégétique mondial. Reconnu par ses pairs, il a acquis une expérience incroyable depuis l'âge de 18 ans et depuis qu'il parcourt le monde en tant que guide international. Je suis parti en 1986, la première fois que j'ai mis un pied en Afrique, et je n'ai pas arrêté. J'ai beaucoup guidé. J'ai eu la chance de guider dans beaucoup de pays africains. De la chasse du tard dans les montagnes néo-zélandaises au bouquetin alpin, en passant par le continent africain qu'il connaît très bien, Yann passe plus de 6 mois de l'année en guidage à travers la planète.
Ardent et fervent défenseur de notre sport, l'homme déborde de passion pour la chasse. Et si, il y a quelques années, il a vu la mort de près, après avoir subi la charge d'un buffle, Yann n'a jamais perdu son amour pour l'art cinégétique et il s'est très vite remis en selle. Amoureux des espaces nobles et de l'Espagne, il n'en fallait pas plus pour qu'il s'installe sur l'île de Majorque en 2011. Majorque reste une île où tu peux tout faire, c'est-à-dire le perdreau, le faisan, le lapin, le pigeon, la bécasse, et puis ces fameuses grives que tout le monde connaît, où là les Espagnols adorent ça. Et c'est vrai que quand on fait une petite passée du grive du matin ou du soir, c'est quand même sympa au niveau du tir, parce qu'en plus c'est un gibier qui est quand même pas évident en plein vol à tirer. Et puis de l'autre côté, je reste aussi avec cet animal, le boc, et ça me permet de chasser entre guillemets le gros gibier, et puis de chasser dans la montagne, parce que j'adore la montagne, si même j'adore l'Afrique, parce que c'est ma passion, mais l'Afrique reste une chasse d'approche. Et donc je retrouve la même chose quand je chasse en montagne à Majorque, ou je chasse sur la péninsule des Ibex. C'est la chasse de l'approche. Et pour moi, j'adore, et je pense que pour mes vieux jours, ouais, c'est bien. Et puis il y a la chaleur et il y a la chasse, donc ouais, c'est parfait, quoi. Yann a trouvé ici un véritable paradis, grâce à la douceur de vivre, mais également aux possibilités qu'elle offre pour pratiquer la chasse. Ma passion, c'est la chasse c'est ma passion, j'en ai fait ma vie, j'en regrette rien du tout, mais il est vrai que derrière, maintenant, j'ai 50 ans et ça fait du bien de faire quelques chasses en Espagne et puis de reprendre l'avion, parce que moi, la péninsule Majorque, la péninsule, c'est 20 minutes, 30 minutes d'avion. Située entre Minorque et Ibiza, Majorque est la plus grande île des Baléares. Elle compte 1 million d'habitants, dont la moitié se concentre sur Palma, la capitale. La chaîne de montagnes de la Sierra de Tramuntana, qui court sur 90 km tout le long de la côte nord-ouest de l'île, se dresse fièrement au-dessus de la Méditerranée. Flanquée de falaises abruptes, ces aiguilles de calcaire plongent à pic jusqu'à la mer, sur plus de 1000 mètres, semblables aux remparts d'une forteresse insulaire. La Sierra de Tramuntana présente les sommets les plus élevés de l'île, dont le Puig Mayor, qui culmine à 1445 mètres. La flore des sommets de cette chaîne de montagnes est capable de résister au soleil brûlant de l'été et au vent fort de l'hiver. Elle apporte ainsi tout au long de l'année les besoins nutritionnels nécessaires à tous les animaux, tels que ce gibier atypique qu'est le boc des Baléares. C'est dans cet environnement montagneux que nous partons sur ces traces en compagnie de Yann et de son ami Pedro Guinard, qui est l'un des responsables gouvernementaux de la chasse sur l'île. On va chasser ce matin la boc des Baléares, la fameuse chef majorquine. Et au fur et à mesure de ces jours-là, on va tenter une chasse à l'arc ou une chasse à la carabine. On verra un petit peu en fonction de la distance et du trophée qu'on peut réaliser. Au contraire de ces îles sœurs, la densité importante de ce gibier à Majorque permet d'observer les bocs en grand nombre et de s'adonner aussi souvent que possible à la pratique de la chasse à l'arc. Mais si leur présence élevée est un atout, elle complique aussi les approches du chasseur en multipliant les chances d'être démasqué par le regard permanent des femelles aux aguets.
Bon, écoute, c'était pas trop mal pour le premier quart d'heure. T'as pu voir qu'il y a un peu de boc quand même. En fait, tout ce que tu vois, il y a une partie de jeunes, de petits. Et il y a ce mâle là, à droite, qui a un bronze, mais et à l'arc, on fait ce qu'on peut. Un pequeño pino, un top. Les chromosomes présents dans la souche originelle du boc des Baléares sont issus de caprins asiatiques, très proches du légendaire bézoar turc. Mais l'examen morphologique et génétique d'animaux capturés sur l'île majorquine a clairement démontré qu'il s'agit d'une espèce propre, dont l'identité est très bien préservée et reconnue comme telle dans l'univers de la chasse par le Safari Club International. De plus, ce boc fait partie intégrante des espèces à chasser pour réaliser le challenge mondial des 20 caprins du Grand Slam. Ce sont des jeunes mâles. Enfin, celui qui est le plus haut, qui te regarde, le troisième, c'est un mâle qui aura de l'avenir, représentatif de l'espèce. Tu vois, il lui manque de la couleur. Il devrait être un peu plus rouge, au lieu d'être beige clair. Et tu as toute cette partie noire de la tête qui est très importante. Et là, comme il nous regarde de face, on voit pas cette barbiche, mais... Le boc des Baléares est paré d'une robe de couleur rouge-feu et présente une croix noire qui prend naissance sur ses pattes antérieures pour se terminer sur le dos. Son cornage majestueux s'écarte de part et d'autre du crâne, presque à l'horizontale, pour décrire un V très évasé qui se développe en spirale allongée. On détermine la qualité de son trophée selon la distance qui sépare les pointes des deux cornes. Chez quelques spécimens, elle peut dépasser 1 mètre d'envergure. C'est une partie de montagne où donc on a pas mal de bocs. Et il s'avère que, comme sur tout territoire, de temps en temps, il faut éliminer quelques animaux qui ne sont pas très très purs. En l'occurrence, ça peut être une tache blanche sur le corps, un animal tout noir. En fait, il y a différents points qui font que demain, le vrai boc, doit être d'une couleur assez vers le bordeaux, une tête vraiment noire, une très très grande barbichette vraiment noire. Il peut avoir une côte cassée sur un animal comme le boc, le pur, comme on dit, ou un grand trophée. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un animal qui soit pur au niveau corps. Pas de tache blanche, pas une tache noire, que ce soit la patte, que ce soit le corps, que ce soit le dos. Une belle ligne noire en haut du dos au niveau dorsal et cette fameuse tête noire et cette grosse barbichette qui représente bien la pureté du boc mallorquin. L'image est tout noir. C'est ça qu'il faut tirer. 224. Mais je l'ai pas là. Ok. Si, Malta, hein? Toma castaña. Good shoot, magnifique. 225. Dès qu'il y a un animal qui est déficient ou qui n'est pas dans la pure espèce du boc mallorquin, on doit le tuer. Et ensuite, ce qui est important, on a des vautours. Et en fait, ça leur permet de manger eux aussi. Parce qu'au niveau prédateur, ici, le loup n'existe pas, le renard n'existe pas. On a quelques martres ou fouines, si vous voulez, mais elles ne vont pas aller sur la viande de boc. Donc, ça nous permet, on a une très très belle population sur l'île, sur cette partie de montagne, de vautours. Et comme tu as pu le voir, quelques carcasses où voilà, ils mangent, et tant mieux pour eux. Et ça permet de sélectionner l'animal et de garder une belle population de vautours et de garder une belle population de purs au niveau de la boc. Et voilà, c'est beau. Et puis, mon ami Pedro, il est là. Attention, on est... Pedro est un Mallorquin, on chasse ensemble depuis 7 ans maintenant. Le territoire, il le gère.
c'est au niveau du gouvernement et un propriétaire sur une partie. Donc lui, son intérêt, et comme tout le monde encore une fois, c'est de sélectionner les animaux au niveau trophée, boc. Donc on va de le représentatif jusqu'à la médaille d'or. Et ensuite, voilà, de garder cette pureté, donc de faire du tir sélectif. On est souvent ensemble, on aime bien partir le matin, j'emmène mon fils et on surveille parce qu'en même temps il fait de l'anti-braconnage. Et puis ça nous permet de voir les animaux. L'été, de bien garder parce que comme vous le savez, il fait très chaud à Majorque et les feux sont vite pris, vite faits. Et tout ça, c'est son travail à Pedro. Quand il vient sur son territoire et qu'il a quelqu'un et qu'il a une arme ou qu'il est en travail, même lui tout seul, il se met donc un bracelet, Guia de Casa de Majorque, c'est le guide de la grande chasse, sur le conseil, et qui est donc marqué sur bien le conseil de Majorque. Si les caprins sont des animaux grégaires et rustiques, l'espèce mallorquine s'épanouit dans la Sierra de Tramuntana en profitant presque toute l'année du climat doux et tempéré de l'île. Mais lorsque les conditions atmosphériques se durcissent, il est alors plus compliqué de trouver les animaux. Comme ce matin, où guidés par leur instinct et sentant la météo fraîche, venteuse et humide se profiler, ils semblaient comme avoir presque disparu de notre secteur de chasse. L'heure est donc venue pour nos amis de se mettre aussi à l'abri et de se restaurer. Pour cela, Yann et Pedro nous emmènent au cœur du territoire de Estace, dans un petit refuge de montagne qui fut érigé en 1309. Et c'est là que nous attend Vicente, le gardien des lieux, qui nous a concocté un repas dans la plus pure tradition mallorquine. Bon, je vous ai préparé un riz qui s'appelle riz arroz brut en mallorquin. Et c'était ce qu'il fait à la montagne avec la chasse et les oiseaux et la viande et tout ça. Ça, c'est parce que chaud, en hiver, ça chauffe. Ça chauffe, on a besoin, il fait froid. On est en hiver, même si c'est Majorque, C'est bon. tout le monde pense qu'il fait chaud à Majorque, et ben là, il fait. Et on met le riz dans ce que j'ai fait avant, que j'ai déjà préparé. Et maintenant, avec un quart d'heure, c'est déjà prêt et on va manger. En tout cas, avec c'est très, très bon. Ouais. Magnifique. Merci pour votre accueil. Santé. Salut. Salut et fuerza a la Le vent est retombé. Et désormais, le temps plus clément a fait apparaître comme par magie un grand nombre de bocs. Nous repartons en quête de notre prélèvement. Représentative. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 mâles. T'as un mâle qui est juste devant toi au pied. Elle est beau. Ouais, c'est représentatif encore. On essaie de tirer un bronze minimum. Macho aquí. Les femelles en alerte nous ont repérés et le troupeau s'éloigne sentant le danger approcher. Mais au détour d'une crête, nous tombons sur un groupe dont quelques mâles présentent un trophée atypique. Je vais tirer le deuxième qui est à droite. Il y a celui qui a la longue barbe là. Ouais, bah voilà, mais j'attends qu'il se dégage. Pero, cuenta distancia. 100 metros hay, 100. Ah, ouais, 100 mètres, quoi, si tu veux. D'accord, ok. C'est magnifique, il y a la mer qui est derrière. Tranquilo, que saldrá. Si, si. Excursionista. Regarde, il va suivre les femelles montent à droite. Il va les suivre. Et il repart, Ah, il a bougé. Ah, il repart à droite. Il va rejoindre les femelles, c'est sûr. Tiens, le fla.
c'est pas lui, c'est celui qui est derrière. Attends, il y a 3 mâles, il y en a encore un autre derrière. T'es prêt? Ouais. Quieto, Pedro, y ya está. Vamos, venga. Voilà, là on est sur un bronze. Malheureusement, bah, c'est pas grave, hein. Ça existe, ces têtes bizardes. Ça, c'est par dans les rochers ou par combat. C'est vraiment typiquement le boc mallorquin, Cédric. Donc, sur le principe, il n'y a pas de trait noir. Le trait noir commence au niveau du garrot. Donc ça, c'est un vieil animal. Regarde bien, il y a du blanc. Mais si tu reprends bien ses poils, tu vois, cette traînée noire jusqu'au bout de la queue. D'accord? Ensuite, on redescend au niveau des épaules. Tu vois ce noir qui est magnifique. Au niveau du plastron, pareil de l'autre côté. Tu vois, on a une ligne qui descend du garrot. Ouais. Et ensuite, on remonte et ce que je t'expliquais, cette fameuse belle barbichette et cette tête noire du boc. Tu vois l'œil jaune? Alors, il y a un autre animal qui est comme ça. Mais on va le partir très loin d'ici. C'est le damalisque. Et c'est le seul animal qui aussi, quand il meurt, reste avec l'œil jaune. Donc n'oubliez pas que demain, si vous venez chasser un boc et que vous le faites au niveau de la taxidermie, demandez bien à votre taxidermiste l'œil jaune. Car la plupart des animaux viennent bleu-vert. C'est un animal qui a quel âge, ça, à peu près? Écoute, on va regarder. 1, on est à 2, on est à 3, on est à 4, 5. Next, 8, 10 años, hein? Yes, 8. Bien. 9 años. C'est un animal qui peut vivre jusqu'à quel âge environ? Ah, c'est comme tous les caprins, tu sais, à un moment donné, ça commence à s'user les dents. Donc quand ils peuvent plus manger, ils meurent. Donc en gros, allez, on fait une douzaine d'années. En fonction du territoire, t'as vu qu'ici, il y a beaucoup à manger, mais ça reste de la roche. Donc bon, voilà, on en a trouvé un l'autre jour qui passait les 13-14 ans avec Pedro, mais qui est mort de sa belle naturelle. Mais bon, c'était grand. C'est beau, c'est très très beau. Après avoir été protégée pendant plusieurs décennies, la chasse de cette espèce a de nouveau été ouverte. Et aujourd'hui, il est possible de la pratiquer toute l'année. Depuis 2007, le gouvernement de la province a autorisé l'exploitation de territoires de grande chasse, les Cotos de Casa Mayor, avec l'exigence d'obtenir une certification de qualité, offrant ainsi un sésame pour l'ouverture des territoires et l'homologation des trophées. À Majorque, seuls 5 territoires possèdent la certification de qualité qui garantit la pureté génétique des bocs qui y sont chassés. Et en dehors de ces territoires certifiés, la chasse est totalement illégale. Si les chasseurs du monde entier viennent à Majorque pour tenter de prélever le boc des Baléares, cette île méditerranéenne, au même titre que la Corse, voit chaque année de nombreux migrateurs gagner son biotope. Ils profitent ainsi de la douceur du climat et de la richesse naturelle qui abonde. Parmi ces migrateurs, il y a celles qui rend fou. Belle aux yeux de velours, mordorée ou sorcière, la bécasse envoûte aux 4 coins de la planète ceux qui l'ont un jour approchée. À Majorque, sa chasse est souvent confidentielle et elle n'est pratiquée que par une élite spécialisée. On va faire un petit tour. Je crois qu'on va trouver une bécasse. Oui. Ah, voilà. Superbe, dans les branches. Magnifique, magnifique. Busca, busca. Oh, il y a quoi. Oh, la petite, c'est bien. Oui. C'est bien.
Parmi les autres migrateurs présents sur l'île, on trouve également les grives. Yann nous emmène dans la vallée de Santa Margalida, sur un territoire privé appartenant à Pedro, pour les chasser au poste et à la volée. Et ici sur Majorque, comme dans toute l'Espagne d'ailleurs, la chasse de la grive, c'est très important. Tu as des chasseurs qui sont vraiment que pour ça. Tu as des passionnés qui font ça à partir en gros du 15 novembre où commence à arriver jusqu'au 15 février où c'est du non-stop. C'est-à-dire qu'ils chassent le matin, de lever du jour jusqu'à 10h et ils reviennent le soir à partir de 16h jusqu'à la tombée de la nuit. Le meilleur moment pour les tirer se situe en fin de journée, lorsqu'elles regagnent leur nichoir pour y passer la nuit. C'est une chasse amicale qui permet de conclure une bonne journée d'approche en montagne. Ah, c'est quel type de grive? Oh, c'est la musicienne, Ouais. celle qu'on trouve un peu partout, tu vois, regarde. Je fais des petites grives. On met l'oiseau. Beau et bon. Ouais. Trois heures de chasse, quinzaine de grives, à 2 fusils, magnifique. Nous quittons désormais la douceur insulaire pour gagner les sommets de la péninsule ibérique et découvrir les territoires de prédilection des grands ibex hispaniques. Les divers caprins que l'on rencontre en Espagne demeurent dans différents massifs géographiques. Pour l'un des plus prestigieux, l'ibex de Beceite, c'est dans la province de Saragosse, au nord-est du pays, qu'il faut se rendre. On est entre Barcelone et Valence, c'est-à-dire que vous avez un triangle. On est à grosso modo 2 heures, 2 heures et demie de Barcelone et à 3 heures, 3 heures et demie, entre 3 et 4 heures de Valence. C'est une grande vallée. Et cette fameuse vallée qui est de Bilchait, ce sont des parties de montagnes, de zones. Pour chacun a un nom. Là, on est sur la Garros. On a l'impression d'être aux États-Unis. Et ces montagnes qui sont donc à une hauteur, en gros, on est entre 600, 700 mètres, 800 mètres maximum, ce qui est bien pour les chasseurs, parce que ça leur permet de marcher quand même gentiment. C'est là, en plein cœur de l'Aragonne, que s'est érigée dans les années 1950 la ville martyre de Belchite. Elle jouxte avec les vestiges de l'ancien village qui fut le théâtre en 1937, durant la guerre civile espagnole, de violents affrontements entre nationalistes et républicains, et où plane, dit-on, l'âme des 6000 morts tombés au champ de bataille. Mais si l'Espagne est le pays de chasse par excellence des bouquetins en Europe, c'est également un des rares endroits sur la planète, avec le Texas aux États-Unis, où l'on peut chasser le mouflon à manchette. Car ce bel animal, arborant une robe presque cuivrée et à la forte stature, est originaire des hauts plateaux de l'Atlas nord-africain et des régions rocheuses du Sahara. Il a été introduit dans la chaîne de montagnes de la Sierra Espuña, qui se situe au sud-est de la péninsule ibérique, au début des années 1970. Menacé dans son habitat d'origine, sa présence est assez importante dans les provinces d'Alicante et de Murcia, où elle s'est étendue au fil des années. Le mouflon à manchette, également appelé aoudad ou arwi, qui signifie mouflon des sables, peut se chasser toute l'année. C'est en compagnie de Xavier, un chasseur français du département du Rhône, que nous partons en quête d'un trophée médaillé de ce très joli caprin. Par rapport au mouflon qu'on connaît tous, européens, c'est quand même un animal qui est assez, sur le qui-vive et qui n'hésite pas à partir, à faire des kilomètres et kilomètres sans s'arrêter. Donc il va falloir être très prudent. C'est un gibier difficile à vaincre. Méfiant et insaisissable, farouche et toujours aux aguets, les approches en présence d'un troupeau se révèlent souvent délicates. Grâce à une vue très perçante, il détecte la moindre anomalie et n'hésite pas à prendre la fuite dès que le profil d'une silhouette apparaît.
Chez ce gibier, qui fait partie de l'Ovis Grand Slam, les plus gros individus peuvent peser jusqu'à 145 kg et les cornes de leur trophée dépasser les 80 cm. La 4, c'est 2 femelles et 2 jeunes. Là, à l'heure actuelle, il est 4 heures, il fait chaud. Je pense que les animaux vont commencer à sortir. Et ils viennent brouter. On a des parties d'herbe dans les vallons et assis sur les parois. Et en gros, il y a entre 2 et 3 troupeaux. Et chaque troupeau a 2 jolis mâles dedans. Donc on croise les doigts pour que ça sorte. On évite de faire beaucoup de pression sur cette zone-là. On fait en gros entre 3 et 4 mouflons sur cette zone et ensuite on repart sur une autre. Et puis c'est une belle zone. Elle est partie forestière avec les sapins. Ils ont le couvert pour se mettre. En bas de cette vallée, on peut apercevoir ici des champs d'amandiers. Donc ils vont aussi manger dans les champs d'amandiers. Regarde. Si cette chasse nous a mis en présence des animaux et permis d'observer quelques spécimens de mouflons à manchette, le trophée convoité par Xavier ne fut pas au rendez-vous. Les conditions d'approche difficiles ne lui ont pas permis de se trouver face à une bonne occasion de tir. Cependant, grâce à la ténacité et l'expérience de notre guide, Xavier prélèvera son trophée lors d'une autre prospection. C'est à Albalate dell'Arsobispo que nous a donné rendez-vous Tito Barcello. Si l'homme endosse plusieurs casquettes, tantôt guide, chasseur et garde, il est plus particulièrement le responsable gouvernemental de la chasse de l'ibex de Beceite et dirige la gestion de la biodiversité locale, la régulation et le tir des animaux qui y sont prélevés. L'altitude modérée du massif montagneux de la Sierra de Arcos, couplée avec la proximité de la Méditerranée, lui confère un climat tempéré et offre un paysage érodé, fait de vallées, de plateaux rocheux et de profonds canyons. Cette région offre un biotope idéal pour l'ibex de Beceite. Les densités de ce caprin y sont importantes, les trophées très représentatifs et sa chasse est possible quasiment toute l'année. En ce moment, on a un troupeau d'ibex. Apparemment, il y aurait vraiment le mâle qu'il nous faut. On va essayer de faire une approche, grosso modo, pour mettre le chasseur entre 200 et 250 mètres de l'animal. Après, il y a une falaise, on ne pourra plus approcher. Ok ? Regarde à gauche. Il est en train de manger Michel. Ok ? 250 mètres. Tu mets plein coffre. Non, il marche. Il vient vers moi. Attends, il est derrière le buisson. Maintenant. Maintenant. Yes! Yes, mon Michel! Oui, oui. Tito, muchas gracias. Hein? Depuis ce matin, on est à 8h30 sur la chasse du Beceite. Et on a la chance avec nous, de la premier quart d'heure, on voit un très très grand mâle. Et malheureusement, c'était un or. On repart. Et là, en faisant le tour, on recoupe un autre troupeau d'ibex qui en gros sont une quinzaine d'animaux. Et on s'aperçoit qu'il y a un joli mâle. Et on essaie de faire l'approche. Et on a fait l'approche qui dure en gros, grosso modo, un quart d'heure, 20 minutes d'approche, mais dans les rochers, dans les montagnes. Et puis, on a la chance que cet animal-là se décale par rapport au troupeau.
Et en fait, c'est un beau Bicêtre qui est une médaille d'argent. Et notre ami Michel a fait un tir à 287 mètres. Donc, et qu'une balle est fouettée. Donc je dis bravo Michel. Il y avait des bouquetins de partout. Mais on est calme, on ne s'excite pas. Yann m'a trouvé le bon rocher, il m'a calé bien avec les sacs. Organisation de folie. Donc maintenant, on va aller le caresser. Voilà, et faire quelques photos. Et faire quelques photos. Allez, on y va. Allez. Vamos. Les ibex ibériques sont convoités par tous les chasseurs venant de l'étranger. C'est également le gibier de grande chasse qui attire le plus de francophones. L'Espagne est une destination incontournable pour un chasseur de montagne en quête de grands trophées. Très très vieux. C'est magnifique. Voilà, regarde, c'est usé ici. Partout. Voilà, il est plata. Tire 280 mètres. Bravo. Et parfaite, la balle est en plein au niveau, au-dessus des défauts de l'épaule. Entre le cou et l'épaule. À 288 mètres, qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Magnifique. Chez cette espèce, les grands mâles peuvent arborer deux types de trophées, soit très ouverts et se courbant vers l'extérieur, ou au contraire en forme de lyre, avec des pointes se refermant sur l'arrière. Oh si, por favor. Agua. Agua, agua. Cette partie qui est donc à Bicêtre, la superficie est en grosso modo 20 000 hectares, allez, 22 000 hectares. C'est un territoire qui est ouvert. Et puis en plus, il n'y a pas d'autres chasseurs. On est sur le territoire et la meilleure manière d'avoir des beaux trophées en présence d'une quiétude, puisque tu as vu, tu fais des films, les animaux sont tranquilles, couchés, se baladent. Bon, on a la chance on est en pleine période de rut, ce qui est quand même sympa pour voir des beaux animaux. Et t'entends pas un coup de carabine, t'entends pas une pression, on est seul. Et apprécier ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile, et c'est pas souvent dans tous les pays. À la différence, c'est vrai qu'avec les Monteria, on a quand même des parties qui sont fermées, ce qui est normal, puisque tout le monde le connaît en Espagne. Mais pour la chasse, concernant la chasse du Bicêtre, concernant la chasse de l'ibex gredos, du Nevala ou de Ronda, avec mon ami Antonio, on a toujours pris le principe de chasser sur des territoires ouverts. C'est un moment exceptionnel, Cédric. Là, on est donc toujours sur le même territoire, mais on a passé la vallée, donc on est de l'autre côté. On a un troupeau enfin, on a 2-3 troupeaux, ça représente en gros une quarantaine d'ibex. Et sur cette quarantaine d'ibex, on a 5 mâles. Un mâle qui représente bien l'or, qui était bien accroché sur l'eau d'une barre. Et ensuite, on a ces différents mâles entre représentatifs et argent et bronze. Mais c'est exceptionnel. Exceptionnel pour une surface de 500 mètres, 800 mètres quoi, sur la barre. Ma priorité est d'amener les gens sur le territoire et qui vivent intensément, comme moi je la vis, cette chasse de l'ibex Bicêtre, parce qu'elle est extraordinaire, comme celle du gredos d'ailleurs, et les deux autres. Mais c'est vrai que ces deux grands ibex sont quand même la marque espagnole de l'ibex Bicêtre et de l'ibex gredos.
Et on va contourner là-bas, regardez. S'il n'y a rien, on remonte. Et on ne passera pas de l'autre côté. On vient de voir deux gros machos. Et là, on va faire le tour parce qu'il y en a un qui... Bon, faut qu'on le voit de plus près. 1 kilomètre, c'est toujours difficile de juger les animaux, surtout quand on n'a pas une longue vue, mais qu'on a les jumelles. Mais apparemment, ouais, il a pas mal. En plus, ils sont en train de se friter un petit peu, là, les 2 mâles qui sont ensemble. Le principal, c'est qu'on va chasser entre amis. Xavi étant un chasseur que maintenant, ça fait 20 ans. Ouais, c'est ça, oui. Oui, 20 ans, oui. 20 ans, et on a toujours resté très amis, on a eu des grands moments ensemble. Et puis là, il a pris le Juste de l'Espagne. taureau par les cornes, le virus par l'Espagne, et puis maintenant, on attaque son premier ibex. Xavier. Ouais. Il est gros. Attends. Viens. Non. Dis comme t'as dit, fichier, j'aime pas. Attends. Ok, maintenant. Oh putain, il repart. Allez, viens. On se calme là. Mon épaule, là. Viens que ça. Non, c'est pas. Viens, assieds-toi. Non, debout. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon, il part. Non, attends. Attends, mets-toi là. Bien calé, bien, attends. Attends, il y a le jeune, attends, il revient. Ok. Maintenant. Ah, je vais. Non, attends, il bouge, il descend. Il descend. Allez, maintenant, on l'envoie. Prends ton temps, tranquille. Je l'ai. Vas-y, envoie. Allez, brave, il a pris la première. Viens là. Calme-toi. Allez, maintenant. Muy grande. Muy bien. C'est pas bien, c'est la chasse, c'est pas la chasse. Muy grande. Grand moment. On peut pas mettre le stick, on peut pas mettre un sac. On peut pas, Xavier. La seule solution, c'est mon épaule. C'est tout. Hey, c'est l'ibex qu'on chasse depuis ce matin. Hein. Oh, c'est lui? Ah, c'est lui, c'est le même troupeau avec le mâle qui est l'autre mâle qui est à côté. Attends, on l'a depuis 8h30 ce matin, quoi, 9h moins le quart. Et il est quoi 11h moins 20, Xavier. Tu prends la première balle est dans l'épaule, un peu basse, elle est parfaite. Et la deuxième, tu le coffres nickel. Grande. Compliqué à tirer, j'arrivais pas, alors bon, on descend, je suis un peu essoufflé, bon. Pas des super conditions pour tirer, c'est sûr, mais bon, content du résultat, quoi. Maintenant, on va aller voir la bête. Grand papa. Super. Dernier tir, pleine tête. 288 mètres, mon ami. 288 mètres de tir. Sur mon épaule. Hein, en 20 ans, tu t'es amélioré quand même. Tu vois, avec les leçons que je t'ai données en 20 ans. Oh, ah non, vraiment, tu te démerdes. Pues, 12 años. Écoute, c'est extraordinaire. Tu vois la paroi là-haut, Cédric? Ouais. Bon, on était en travers à gauche. T'es allé mettre 288 mètres. Et mon ami Xavier fait un tir d'anthologie. Le stick, on peut pas le mettre, c'est trop haut. Le stick est trop bas. Le sac, je peux pas le mettre, c'est trop bas. Seule solution est que... Il a l'habitude, il l'a fait avec moi au buff déjà. Et sur certaines antilopes, mon épaule. Il est calé sur l'épaule. La première balle est bonne, dans l'épaule un peu basse. L'ibex remonte sur un rocher. Et là, 288 mètres, mes amis. Sur mon épaule, balle, plein derrière l'oreille. Carreau. El grande cazador. 12. Sí, 12.
Il a entre 12 et 13 ans, donc magnifique, magnifique ibex. Bon, il est à peu près à la descente, mais c'est un magnifique animal. Xavier, tu vois, on a la longueur, il a perdu. Parce que tu sais, tous ces animaux qui vieillissent, perdent au niveau des ravales. Mais par contre, il a des embasses qui sont exceptionnelles. Et puis, ben, tu vois, il nous a fait faire une chassée super quand même, Pépère. Hein. Regarde un peu cette barre, du coup, où tu la prends, tu le prends de là-bas, Xavier. Non. Il n'a pas eu le au-dessus. Non, la barre là-bas, qui est derrière. Ensuite, il prend la barre comme ça, il vient en bas, il remonte là. Mais il y en avait d'autres qui arrivaient en face. C'est son troupeau, il suit, c'est le troupeau de ce matin. Avec ce que tu as vu avant. Écoute, et puis, encore bravo. Parce que là, vraiment, t'as fait un tir d'anthologie, mon pote. De mon épaule, 288 mètres, il n'y a rien à dire. Moi, quand les chasseurs viennent, Cédric, il faut bien comprendre la chose, c'est que les chasseurs, quand ils arrivent sur le territoire, et c'est clair, le chasseur va pour un bisaïté ou pour un gredos, quand on va partir sur la zone de chasse, il est seul sur la zone. Il est seul. Et on chasse avec lui, ou moi avec lui, ou Antonio, ou tous les deux, on chasse avec lui, il n'y a pas un autre chasseur. Et une fois qu'il a prélevé son animal, qu'il y a une autre compagnie, mais ce qui est très rare, puisque tu le sais, la zone que l'on a au bisaïté ou au gredos, on prend des quotas et on a une... Si tu veux, on a un contrat, entre guillemets, qui est pour 4-5 ans à chaque fois. Vous avez des exclusivités sur le territoire? Sur le territoire, c'est clair. Gredos, toujours difficile, parce que c'est quand même une partie de chaîne de montagne où là, il y a quand même pas mal de gens, puis tu peux pas avoir 50 endroits. Mais pour le bisaïté, oui. Et pour les vadailles de Ronda, oui. Et pour le mouflon à manchette, oui. Et, encore une fois, je le précise bien, c'est très clair, ce sont des territoires ouverts. Il n'y a pas, même en montagne ici, à Palma, quand vous chasserez la boque, c'est ouvert. Et il n'y a pas de pression de chasse. De toute façon, il y a des quotas. Donc on les respecte. Et il s'avère que demain, de toute façon, s'il y avait une pression, on ne pourrait pas faire les quotas. Et surtout les trophées qu'on fait. Voilà. Oh là là. Amigo. Grande. Vivre et partager ces instants de chasse avec un guide comme Yann Le Bouvier est aussi bien synégétiquement que humainement une aventure extraordinaire. Sa jovialité, sa détermination, son engagement et son grand professionnalisme sont pour celui qui s'initie à la chasse de ces grands animaux un formidable apprentissage de l'école de la nature, dont le premier chapitre est l'humilité. Yes! Ça, c'est de la chasse. Et que ce soit à Majorque, en Espagne, en Nouvelle-Zélande ou aux quatre coins de l'Afrique, même lorsque les approches s'avèrent être plus compliquées, notre homme n'abandonne jamais, et il est pour celui qui le suit un gage de réussite. Mais que serait un homme expérimenté s'il ne partageait pas son savoir? Immense féru de chasse devant l'Éternel, c'est à son fils que Yann transmet aujourd'hui ses connaissances. Car il sait que cette expérience exclusive qu'il a pu acquérir au fil des années n'a aucune valeur s'il ne passe le relais à personne. Bueno, pues que tengo mucha suerte de tener un padre, mucha suerte de tener un padre como él, porque me enseña muchas cosas en la vida, me ha enseñado que la caza no era solo tirar animales, era aprender sobre los animales y todo esto, y cuando tengo un momento para ir a cazar con él, pues lo aprovecho y voy con él. Pour notre ami, cette transmission est une évidence. Elle est la suite naturelle de ce que lui ont légué ses aïeux en héritage.